un petit rappel. Donc là, je vais juste partager mon écran sur le TD5 bis que donc on a fait avec malheureusement que la moitié des étudiants la semaine dernière. Donc voilà. Alors, je vais peut-être vous faire un très rapide, vous replacer rapidement les choses dans leur contexte. Donc, le TD5 bis était la suite du TD5. Donc le TD5, on l'a terminé la semaine dernière. C'était la première fois où on faisait l'analyse d'une souche mutante qui était affectée dans 2 caractères. Donc, cette souche mutante, c'était une souche mutante de tomates. On avait commencé, ah non, on n'avait pas commencé avec ce groupe-là, on n'avait pas commencé à la séance d'encore avant. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de regarder l'audio ce week-end ou aujourd'hui, parce que du coup, je vais un peu m'appuyer sur ce que je vous ai dit pour avancer sur le TD d'aujourd'hui. Donc, alors je ne sais plus exactement où on s'était arrêté avec ceux qui étaient là la semaine dernière. On va reprendre, disons, tout l'exercice 2 et on va aller rapidement sur le début, puisque normalement, on aurait dû le faire. Et donc, si vous l'avez entendu en direct, tant mieux. Si vous l'avez entendu en enregistrement, tant mieux. Si vous n'avez pas écouté l'audio, ça va être un petit peu compliqué, mais alors je m'excuse de mon erreur et j'espère que vous arriverez à suivre quand même. Je vais reprendre des points de base. Donc, l'exercice 5, l'exercice 2 suite, là, donc la suite de l'exercice, du deuxième exercice du TD5. Il s'agit d'un TD où l'on travaille avec une variété pure mutante de tomates. On avait étudié le cas d'une souche A qui était mutée dans 2 caractères, la feuille et la peau du fruit. Et maintenant, on passe à l'étude d'une autre souche mutante pure B qui présente des feuilles vertes tachetées et des fruits de couleur jaune, alors que la souche sauvage de référence a, elle, des fruits de couleur rouge et des feuilles unies vertes. Vous voyez bien mon écran? Le partage de l'écran est bon pour tout le monde? Ok. Alors, encore une fois, hein, c'est un peu difficile avec le groupe d'avant de les inciter à interagir. N'hésitez surtout pas à interagir via le chat. Encore mieux si vous arrivez à prendre la parole, c'est plus simple, c'est plus dynamique. Et puis, dites-vous que euh, moi, je ne vois même pas le nom de celui qui parle, hein, et vous entendez juste une voix, donc c'est sans aucune conséquence. Et par contre, la participation m'aide à voir les points sur lesquels vous butez. Et dans le cas du TD d'avant, ça a été vraiment utile que les étudiants interviennent, même si c'était difficile de les inciter à intervenir, parce que ça m'a vraiment permis de voir les points qu'il fallait reprendre. Donc, là, si on retourne à notre tomate mutante B, là, donc on a cette variété pure mutante et on vous dit que lorsque l'on croise la variété pure mutante B avec la souche de référence, on obtient en F1 des résultats qui sont identiques, quel que soit le sens de croisement, qui sont que tous les individus F1 ont des feuilles vertes unies et des fruits de couleur rouge. Ensuite, on vous donne le résultat du tableau ici lorsque l'on croise les individus F1 entre eux ou que l'on croise des individus F1 donc hétérozygotes avec la souche pure mutante B. On vous demande de donner une interprétation génétique complète et argumentée de ces résultats en effectuant une analyse génotypique et phénotypique. C'est donc exactement la même question
que celle que vous avez dû, à laquelle vous avez dû répondre dans le cas de l'étude de la souche A. Donc, le plan d'analyse va être exactement le même. Donc, pour ceux qui ont suivi ou écouté le TD précédent, ça va être juste une redite. Et donc, on va essayer d'avancer plus vite pour aborder les notions qui sont plus particulières à ce TD-là et non au précédent. D'accord? Donc, quand on vous donne des informations comme cela, quelle est l'information que vous allez traiter en premier? Toujours. Qu'est-ce qu'on analyse en premier? Ouais, les relations de dominance-récessivité qui existent entre la souche pure mutante et la souche sauvage de référence. Donc, c'est le phénotype des individus F1 qui va nous donner l'interprétation que l'on doit tirer des relations de dominance-récessivité entre souche mutante et souche sauvage. Et donc là, qu'est-ce qu'on conclut? On se base sur le phénotype de la F1 pour conclure quoi? Les phénotypes dominants, c'est les feuilles univertes et les fruits de couleur rouge. Tout à fait. Donc là, en fait, pour les deux caractères qu'on étudie, les phénotypes dominants sont les phénotypes de la souche sauvage de référence. D'accord? Et on vous dit que, quel que soit le sens de croisement, on obtient la même chose. Alors, on ne peut pas vraiment parler de mâle-femelle, mais on peut dire que l'apport des gamètes de type, de type venant du mâle ou de femelle sont équivalents. D'accord? Donc, du coup, pas de différence. Et le phénotype des individus F1 nous permet de conclure que les phénotypes de la souche de référence sont dominants pour les deux caractères par rapport à ceux de la souche mutante. D'accord? Donc ça, on doit toujours commencer avec l'analyse de la F1 par euh, déterminer les relations de dominance-récessivité qui existent entre les allèles mutants et ceux de la souche de référence, et puis une éventuelle liaison sexe si on a. OK? Donc ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à la suite de l'analyse qui est d'analyser la F2 issue du croisement F1 par F1 ou du test cross F1 par B. B étant, on sait que c'est un test cross puisque l'on vient de déterminer que la souche pure mutante B présentait des phénotypes récessifs par rapport à la SSR pour les deux caractères étudiés. Donc, la question à laquelle on va chercher à répondre, c'est toujours la même. Quand vous commencez l'analyse génétique, il faut savoir où vous allez, en fait. Et ce que l'on cherche toujours à déterminer, c'est quel est le génotype de la souche mutante. D'accord? En d'autres termes, par combien de gènes cette souche mutante B diffère-t-elle de la souche sauvage de référence? D'accord? Donc ça, vous avez déjà fait à plusieurs reprises lors des TD ce genre d'analyse. Ce qui est un petit peu nouveau depuis le TD précédent, c'est que on travaille là avec deux caractères en même temps. Le caractère feuille et le caractère fruit. OK? Jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière, vous n'aviez travaillé qu'avec un seul caractère à la fois. Là, ce qui est différent, c'est que on travaille avec deux caractères en même temps. Donc, ça va nécessiter une approche un peu, pas différente, mais il va falloir rajouter une étape finalement dans notre analyse. La question, c'est combien de gènes? Donc, on peut toujours, même si on a des mutations qui affectent deux caractères, on peut toujours imaginer que c'est un seul gène, non pas une seule. On peut toujours imaginer que c'est un seul gène qui est responsable, dont la mutation est responsable de l'apparition de phénotypes mutants pour deux caractères. Et dans ce cas-là, on est dans une situation où une mutation affecte deux caractères simultanément. Et dans ce cas-là, on parle de mutation à effet pléiotrope. Ça, normalement, ça vous dit quelque chose? On en a déjà parlé ensemble. Vous êtes d'accord? Ça va, ça? Oui. N'hésitez pas à dire vraiment s'il y a des choses qui ne sont pas claires. N'hésitez pas à intervenir. C'est vraiment important d'avoir cette interaction.
Ça l'est d'autant plus que si on se retrouve confiné, on aura comme mode d'interaction, vous et moi, que le distanciel. Donc, il faut que le distanciel soit l'équivalent d'un présentiel moins bien, mais quand même différent de ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, bref. Donc, on peut expliquer qu'avec une seule mutation, on affecte simultanément deux caractères si on considère que cette mutation a des effets pléiotropes, c'est-à-dire qu'elle touche simultanément deux caractères. Mais si c'est le cas, si c'est une mutation qui produit deux phénotypes mutants, la même mutation, alors ça veut dire que ces deux phénotypes mutants, ils ne peuvent pas être séparés puisque, à la méiose, puisque c'est une seule mutation qui donne les deux en même temps. Ça veut dire que les deux phénotypes mutants doivent toujours ségréger en bloc, c'est-à-dire être toujours ensemble et ne peuvent jamais être séparés par une recombinaison, puisque c'est une mutation qui donne les deux d'un coup. C'est ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Donc là, on regarde si notre F2 issu du croisement F1 par F1 ne donne effectivement que les phénotypes de type parentaux. Les phénotypes parentaux, c'est feuille unie, fruits rouges, c'est la souche sauvage, ou feuille tachetée, fruits jaunes, n'importe quoi. Heureusement que j'écris. C'est du coup non pas ce que je viens d'écrire, mais c'est le phénotype sauvage de référence et le phénotype de la souche pure mutante. OK? Donc, phénotype de type parental. Mais on voit que les deux ne se grègent pas nécessairement en bloc, puisque ici, on a des associations recombinées. Un phénotype mutant avec un phénotype sauvage et un phénotype sauvage avec un phénotype mutant. Par conséquent, ça veut dire que l'hypothèse de une mutation n'est pas compatible avec le résultat observé. Donc, si la souche B ne peut pas différer de l'ASSR par un seul gène, alors ça veut dire que nécessairement, elle diffère de SSR par plus qu'un gène. Plus qu'un gène, ça veut dire au moins deux gènes. OK? Attendez, excusez-moi, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, c'est les aléas, encore une fois, du distanciel. Donc, j'en étais à dire que la souche B, ici, vu l'apparition de phénotypes recombinés, diffère forcément de la souche sauvage par au moins deux gènes pour les deux caractères étudiés. Au moins deux, ça veut dire plus que un, mais ce n'est pas très précis. Il faut qu'on arrive à tester une hypothèse précise. Par conséquent, on va émettre l'hypothèse immédiatement la plus simple. Si c'est au moins deux, eh bien l'hypothèse que l'on va poser comme immédiatement la plus simple, c'est de dire que la souche mutante diffère de la souche sauvage de référence par exactement deux gènes pour les deux caractères étudiés. Ça, c'est l'hypothèse la plus simple. Mais là, on est avec les deux caractères en même temps. Et dans un premier temps, on ne peut pas traiter les deux caractères en même temps. On est obligé de déterminer, avant de savoir ce qui se passe pour les deux, de déterminer par combien de gènes chaque caractère est gouverné dans le cas d'une souche mutante. En d'autres termes, pour chaque caractère, par combien de gènes la souche mutante B diffère-t-elle de la souche sauvage de référence? Et on doit faire une analyse caractère par caractère. OK? Donc, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc là, juste dites-moi comment vous feriez pour faire l'analyse caractère par caractère. Comme je n'ai pas fait le TT avec tout le monde, je voudrais juste être sûre que vous avez tous pu rattraper. Ce n'était pas vraiment le cas dans le groupe d'avant. Donc, dites-moi juste comment vous allez faire pour faire l'analyse caractère par caractère.
M'entendez? Madame, est-ce que vous Oui. m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Je monte le son parce que je ne vous entendais pas bien. Oui? Je suis désolée, j'ai pas pu rattraper. Du coup, bah, j'aimerais bien que vous réexpliquiez, s'il vous plaît. OK. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation? Oui. Bon, OK. Ah, mais Nono Bard, ça me dit quelque chose, non? C'était pas là la semaine dernière, pourtant. Il me semble que ce... Non, c'est pas vous. Il y en a un autre qui a un drôle de pseudo. C'est pas le même. C'était qui? Ah, vous n'avez pas pu rentrer. Ouais, bon, bref, arrêtons de... C'était de ma faute, de toute façon. Bah, ah, Nonoman. Ah bah oui, bah pardon, hein. J'étais quand même pas loin entre Nono Bard et Nonoman. Bon, bref, alors je recommence. Donc, on fait. Alors, par contre, je vais peut-être aller un peu vite, sachant que je vous ai tout enregistré, mais quand même, je le refais. Mais je voudrais quand même qu'on arrive à avoir le point propre à ce TD. Donc, je vais le refaire, mais un peu vite. Donc, si on fait l'analyse caractère par caractère, ça veut dire que je vais reprendre mon tableau de croisement ici. J'analyse dans un premier temps la F2 issue du croisement F1 par F1. Et là, vous voyez que j'ai les résultats pour feuilles et fruits. Donc, pour les deux caractères, on me donne les effectifs en F2. Dans un premier temps, caractère par caractère, ça veut dire que je vais m'intéresser d'abord au caractère de la feuille. Je vais essayer de déterminer pour ce caractère combien il y a de gènes qui diffèrent entre la souche B et la SSR. Je vais conclure. Ensuite, pour le deuxième caractère, fruit, je vais faire la même chose. Et finalement, je vais me mettre dans une situation que vous savez gérer, hein, qui est d'analyser la ségrégation de 2 dans la F2 issue d'un croisement F1 par F1 pour un seul caractère à la fois. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper, je ne vais pas tenir compte. Donc là, l'hypothèse que l'on fait, c'est que la souche B diffère de SSR par un seul gène pour chaque caractère. Je vais dans un premier temps traiter le caractère feuille. J'écris ici parce que derrière, j'ai mis le corrigé, mais sans trop détailler. Donc, je vous le détaille pour ça. Et puis, par contre, j'irai plus vite pour l'autre. Donc, vous allez réunir les caractères. Pour un caractère donné, les phénotypes identiques. Donc, feuille unie, vous allez réunir les effectifs de feuilles unies entre elles, feuilles tachetées entre elles. Et donc, vous allez dire que pour le caractère feuille unie, enfin, pour le phénotype feuille unie, un des deux phénotypes du caractère feuille, vous avez 660 plus 60 égale, vous avez la réponse derrière, euh, vous avez un tel effectif en F2. Ensuite, vous avez feuille tachetée. Donc là, vous en avez 70 plus 175. Donc ça fait, si ça fait X, ça fait Y. Vous avez donc le total. Alors, attendez, je vais vite faire regarder. OK, 736, 245, 980. 736, 245 pour un total de 980. Donc là, pour ce caractère-là, j'ai deux phénotypes possibles, mutant sauvage, et j'ai 736 de l'un, 245 de l'autre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? L'hypothèse de travail que j'ai, c'est que pour ce caractère feuille, B diffère de SSR par un seul gène. Donc, comment je vais me débrouiller pour savoir si les effectifs que j'observe, 736, 245 pour un total de 981, correspondent bien à ceux attendus sous l'hypothèse d'une ségrégation de 2, puisque B diffère de SSR par un seul gène pour chaque caractère. Ça veut dire que j'attends une ségrégation de 2 à la méiose des individus F1. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, du coup, merci beaucoup. Donc, du coup, alors allons-y, hein, on continue. On va jusqu'au bout et comme ça, on l'aura fait une fois. Donc, du coup, vous attendez quoi comme proportion de phénotype dans la F2 issue d'un croisement F1 par F1 si la souche mutante diffère de SSR par un seul gène? Quelles sont les fréquences attendues pour chaque phénotype?
C'est un tableau à combien de cases? Si le gène en question, je l'appelle A, votre F1, il va donner combien de types de gamètes? 2. Donc, du coup, on aura un tableau à 4 cases. OK. A moins, A plus, A moins, A plus. Ça, c'est un seul gène. Et du coup, les fréquences de phénotype, sous cette hypothèse, c'est quoi? Quand on écrit les génotypes et les phénotypes correspondants, c'est quoi les phénotypes correspondants dans ce cas-là? Un tiers, non. Qui a une autre proposition? A moins sur A moins, ça va donner quoi comme couleur? Un demi, non plus. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse le tableau. Alors, je vais le faire plus propre. Est-ce qu'il y en a... Alors, on va le faire, hein, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui n'auraient pas su répondre là? Madame, j'ai une question. Le A-, c'est le sauvage ou c'est le mutant? Ah non, moins, c'est toujours le mutant. D'accord? Donc, si j'appelle A le seul gène, là, oui, nonoman, c'est bon. Mais on va refaire le tableau puisque je l'ai fait la semaine dernière. Donc ça, il faut absolument que vous sachiez le faire. Donc, tant pis si on avance moins, mais on ne peut pas avancer sans que vous sachiez faire ça. Donc, dans mon croisement F1 par F1, OK? Si c'est un seul gène que j'appelle A, mes individus F1, ils vont avoir quel génotype? Les individus F1 issus du croisement entre la souche B et la souche SSR, leur génotype, c'est quoi? Si on appelle A le gène A plus? A+, et F1, issu du croisement de... Oui, A- aussi. Ouais, et du coup, le A-, je le mets où? À côté du A plus. Est-ce que vous croyez qu'on peut l'écrire comme ça? Non, avec un slash entre les deux. D'accord, très bien. Donc, en fait, c'est pour éviter toute ambiguïté, je trouve que le mieux, c'est d'écrire A+ sur A-. C'est deux allèles en face de l'autre, d'accord? Le slash, c'est bon aussi, hein. Mais quand vous m'avez dit à côté, j'ai eu peur que vous me le mettiez sur le même chromosome. Donc, vous êtes d'accord que mes individus F1, ils vont être hétérozygotes, puisqu'ils sont issus du croisement entre la souche pure mutante et la souche sauvage de référence. Donc, du coup, mon tableau de gamètes, il va avoir combien de cases? 4, oui. D'accord? Chaque individu F1 peut donner soit A-, soit A+. C'est ça la ségrégation de 2. Un demi de A+, un demi de A-. OK? Et donc, là, je vais avoir A+ sur A+. Le phénotype associé, ce sera le phénotype sauvage. Donc, feuille unie. Je l'écris comme ça, j'ai pas... A- sur A-, ce sera le phénotype mutant. Donc, feuille tachetée. Et les A- sur A+, A+ sur A-, ça donnera quoi comme phénotype? Là, je vous écoute. Feuille unie. Pourquoi? Parce que le phénotype sauvage est dominant par rapport au phénotype mutant. Si mes deux types de gamètes sont équifréquents, enfin, c'est ça la définition de 2-2, hein, le parent F1 hétérozygote, il donnera un demi de A+ et un demi de A-. Chaque case sera donc à une fréquence de 1 quart. Et donc, la ségrégation 2-2 dans la F2 issue d'un croisement F1 par F1, ça va donner 3 quarts du phénotype dominant, donc feuille unie, et un quart du phénotype récessif, donc feuille tachetée. D'accord? 3 quarts, un quart. Ça, vous devez être capable de le retrouver tout seul en 3 secondes, hein. OK? Donc, si mon hypothèse H1 est juste, je m'attends à avoir dans la F2 issue du croisement F1 par F1 des proportions de 3 quarts de feuille unie, un quart de feuille tachetée. Ça, je vais aller chercher l'information où? Est-ce que j'ai 3 quarts, un quart? Où est-ce que je vais aller chercher ça comme information? À quoi je vais comparer ça? Je vous écoute.
Ça, c'est ce que j'attends sous mon hypothèse H1. Mais je le compare à quoi? Aux feuilles unies, feuilles tachetées. Mais c'est quoi mes résultats expérimentaux? Ça, c'est ce qui est C'est les chiffres qu'on a fait, c'est les calculs juste avant, ça. 981, Exact. 245 et 736. C'est ça. Donc ça, c'est ce qui est observé. D'accord? Ça, c'est ce qui est attendu en théorie, sous mon hypothèse H0. Donc, je vais comparer. Est-ce que 736 de 245 pour 981, est-ce que 736, c'est bien 3 quarts? Est-ce que 245, c'est bien un quart? OK? Donc, je compare mes effectifs théoriques à mes effectifs, enfin théoriques attendus sous mon hypothèse, à mes effectifs observés. Donc, on pourrait faire un test de qui2 pour vérifier si ces deux distributions sont statistiquement différentes ou bien est-ce que les écarts observés là sont simplement du hasard. Et on voit tout de suite qu'il n'y a pas de différence significative. Donc, sous mon hypothèse que A diffère de SSR par un seul gène, c'est B d'ailleurs là, hein, mais bon, sous cette hypothèse que B diffère de SSR par un seul gène pour le caractère de la feuille, je m'attends à avoir pour un total de 981, 3 quarts de phénotype dominant pour un quart de récessif, ce qui correspond à 735,75 et 245,25, ce qui n'est pas statistiquement différent de ce qui est observé. Donc, je conserve mon hypothèse H0, je ne l'exclus pas et je conclus que B diffère de SSR par un seul gène que j'appelle A. Je l'ai déjà appelé A en fait. J'ai déjà traité dans le TD5 le caractère de la feuille. D'accord? Donc, je conclus que B diffère de SSR par un seul gène pour le caractère étudié qui est la feuille ici. Je fais la même chose pour mon test cross. Ok? C'est deux manières différentes d'accéder à la même information. D'accord? On peut visualiser chez un organisme diplobiontique comme la tomate, comme la drosophile ou comme la souris, etc. On n'a pas directement accès au contenu génétique des gamètes et donc on doit déduire d'après les fréquences des phénotypes en F2 ce qui s'est passé à la méiose des individus F1. Donc une ségrégation de 2 dans la descendance d'un croisement F1 par F1, ça se traduit par 3 quarts de dominant, un quart de récessif. Et dans la descendance d'un test cross, on l'avait vu ensemble, hein, ça se traduit par un demi, un demi. On visualise directement, finalement, on peut directement déduire la ségrégation de 2 d'après la distribution des phénotypes. Vous vous souvenez de ça? On peut faire les deux ou on peut faire l'un des deux. Alors oui, on peut faire l'un des deux en théorie. Là, comme c'est un exercice pour vous former, on fait les deux. Mais normalement, on fait que l'un ou que l'autre. Et si on fait les deux, on doit trouver la même chose pour les deux, mais c'est redondant de faire les deux en fait, hein. D'accord, Marine? Donc là, on va s'entraîner pour vous exercer, mais en soi, faire l'un ou l'autre, ça suffit. Donc du coup, là, j'ai conclu pour F1 par F1. Je vais faire la même chose pour le test cross. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je pose mon hypothèse ségrégation de 2, la plus simple, B diffère de SSR par un seul gène pour chaque caractère. Sous cette hypothèse, on attend, dans le cas d'un test cross, un demi de chaque phénotype. Est-ce que ce que j'observe, hein, c'est compatible avec ce que j'attends sur mon hypothèse de ségrégation de 2? Donc là, on va comparer les deux distributions. On ne va encore pas faire de qui 2 parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais si on en faisait un, on trouverait qu'il n'y a pas de différence significative. OK? Donc, on conclut de l'analyse du test cross que la souche B diffère de SSR par un seul gène pour le caractère de la feuille. D'accord? Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la même chose, mais pour l'autre caractère. Il faut faire cette étude pour chaque caractère. Là, on l'a fait pour la feuille. Et juste derrière, il faut faire exactement la même chose, mais pour le fruit, la couleur du fruit. OK? Donc, je vous ai mis le corrigé pour le fruit. Est-ce que vous avez besoin qu'on refasse le détail du calcul ou est-ce que ça va?
Non, du coup, ça va. Merci Ça beaucoup. va? Vous êtes sûrs tous? Donc, on fait exactement la même analyse, hein. On réunit les phénotypes identiques pour chaque caractère. Du coup, on obtient les fréquences observées pour chaque caractère dans le F1 par F1, dans le test cross. On prédit ce qu'on attend sous notre hypothèse H1, la plus simple, qui est que on attend une ségrégation de 2, blablabla. Et on conclut de la même manière pour le deuxième caractère que B diffère par un seul gène. Et on l'appelle C. OK? Parce que dans l'exercice 5, on avait appelé B le gène qui était impliqué dans la qualité de la peau, là. OK? Donc, finalement, on a conclu pour nos deux caractères indépendamment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai oublié d'effacer ça du TD précédent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment on va faire pour traiter les deux caractères en même temps. Là, on a fait l'analyse caractère par caractère, mais maintenant, il va falloir qu'on passe à l'analyse des deux caractères en même temps. OK? Donc, on a conclu de notre première analyse que pour le caractère de la feuille, B différait de SSR par un seul gène, que pour le caractère du fruit, B différait de SSR par un seul gène. On a appelé A le premier, C le deuxième. On conclut à partir de ces deux conclusions intermédiaires que B diffère de SSR par deux gènes, qu'on appelle A et C, pour les deux caractères indépendamment. On écrit le génotype de cette souche B, du coup, elle est homozygote, c'est une souche pure, hein. A- sur A-, C- sur C-, mais en revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est si ces deux gènes, A et C, sont sur le même chromosome ou non. Est-ce qu'ils sont physiquement liés ou physiquement indépendants? Donc ça, on ne sait pas pour l'instant. Donc, comme on ne sait pas, on met 3 petits points. 3 petits points, ça veut dire je ne sais pas si les deux gènes sont sur le même chromosome ou pas. Et pour répondre à cette question, et à partir du moment où on vous dit que vous travaillez avec deux gènes, vous avez déterminé que ces deux gènes, vous devez aller plus loin et statuer sur l'indépendance ou la liaison génétique. Est-ce que ces deux gènes A et C sont génétiquement indépendants ou bien est-ce qu'ils sont génétiquement liés? Ouais. On va déduire ça de quoi? Comment on va pouvoir répondre à cette question? Là, c'est pareil, hein, on est sur un point vraiment important, donc il faut absolument que vous sachiez faire ça. Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière, aidez les autres. Comment on doit faire là pour, pour répondre à cette question? Pour certains, du coup, c'est la première fois que vous êtes confronté à cette situation. Il faut vraiment que vous puissiez acquérir le mécanisme, l'automatisme pour faire ça. Donc, c'est quoi le mécanisme là? Personne ne sait faire? Ceux qui étaient là n'ont pas d'excuses, hein. Les autres encore, oui, mais tout ça, on l'a fait dans l'exercice précédent. Donc, comment on va répondre à cette question? On peut faire un tableau de gamètes. Et oui, il faut faire un tableau de gamètes, c'est ça. Tableau de gamètes à combien de cases et pourquoi un tel nombre de cases? 16 cases, ouais, merci Marine. Pourquoi 16 cases? Et là, elle n'est pas la seule à devoir pouvoir répondre. Parce que chaque F1 a deux phénotypes parentaux et deux phénotypes recombinés. Oui, alors, attention, c'est deux gamètes. Ah, pardon. D'accord? Chaque individu F1 va pouvoir donner 4 types de gamètes. Vous êtes d'accord ou pas? 4 types de gamètes. Les individus F1, on va tout de suite. Si la souche B est A-, C-, les individus F1 qui sont issus du croisement entre la souche de référence et B, quel est leur génotype?
Le génotype des individus F1. Aïe, aïe, aïe. C'est A moins, C moins. A moins, C moins. Et après? A plus, C plus. Oui, tout à fait. Donc ça, il faut vraiment que vous sachiez faire, hein. J'essaie de vous mettre l'accent sur les choses importantes. Mais en fait, là, dans cet exercice-là, tout est important. Les individus F1, ils sont doubles hétérozygotes, puisqu'ils sont issus du croisement entre la souche B qui est homozygote A moins, C moins, et la souche sauvage qui est homozygote A plus, C plus. Donc, eux, ils sont doubles hétérozygotes A moins, C moins, A plus, C plus. Donc, du coup, ils vont pouvoir donner 4 types de gamètes. Bah, donnez-moi les 4 types de gamètes. À partir d'un individu comme ça, Il y a A moins, C moins, ouais, A moins, C moins, A moins, C plus, ouais, A plus, C moins oui, et A plus, C plus. très bien. Ça, c'est un gamète de quel type? A moins, C moins. Parental ou recombiné? Parental. Ouais. A moins, C moins. A moins, C plus, pardon. Vous avez écrit recombiné, madame. Pas possible. Oui, merci. Hop. Pour voir si vous suivez. En toute mauvaise foi. Donc ça, c'est parental. Ça et ça, les deux sont des associations différentes des associations parentales. Donc, Recombiné. ouais. Et A plus C plus, parental. Ouais. Donc maintenant, on va écrire notre tableau. On va écrire un tableau où chaque individu de type F1 peut donner 4 types de gamètes, des gamètes de type parentaux, des gamètes de type recombiné. Voilà le tableau général. OK? F1 par F1. Ça, c'est les 4 types de gamètes, les gamètes parentaux, les gamètes recombinés. Et maintenant, la question va être, est-ce que les proportions que l'on obtient sont celles que l'on attend dans le cas où les deux gènes A et C sont génétiquement indépendants ou non? Donc, on va poser l'hypothèse que les deux gènes sont génétiquement indépendants et on va voir ce que l'on prédit. Je vous rappelle que l'indépendance génétique, ça se traduit par le fait que à la méiose, on obtient autant de gamètes parentaux que de type recombiné et que donc sur l'ensemble des méioses, la fréquence des gamètes de type parentaux est égale à la fréquence des gamètes recombinés est égale à 1,5. Ça, c'est la définition de l'indépendance génétique. On est d'accord? Donc, si R égale 1,5, ça veut dire que j'attends mes 4 types de gamètes équifréquents, sachant que là, ce que je vous ai indiqué dans le tableau, c'est la fréquence de chaque type de gamète en fonction de la fréquence de recombinaison. D'accord? Si j'appelle R la fréquence de recombinaison, R, c'est la fréquence des gamètes recombinés. Donc, pour chaque type de gamète, j'aurai, puisque les deux types de gamètes recombinés sont équifréquents, j'attends chaque type à une fréquence de 1,5 de R. Et pour les parentaux, c'est la fréquence totale moins la fréquence des recombinés, donc 1 moins R pour l'ensemble des gamètes parentaux. Et donc, pour chaque type de gamète parental, je m'attends à la moitié, c'est-à-dire 1 moins R sur 2, 1 moins R sur 2. D'accord? Si je suis dans le cas où mes deux gènes sont génétiquement indépendants, ça veut dire que petit r égale 1,5 et donc que j'attends 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. J'attends mes 4 types de gamètes équifréquents. Donc ensuite, j'ai les fréquences de chaque case. La fréquence de chaque case, c'est 1 quart fois 1 quart. Donc chaque case, je l'attends à une fréquence de 1/16e. Donc j'écris tous les génotypes. Juste, on va écrire par exemple un génotype pas facile, c'est celui-là. Vous pouvez me dicter le génotype là? Le génotype d'un F2 issu d'un gamète A plus C- et d'un gamète A moins C+. Bon, c'est A plus C-. Je mets 3 petits points parce que je ne sais pas s'ils sont physiquement liés ou pas. Et A-.
c'est plus. OK? Donc, on fait ça pour chaque pour chaque génotype, pardon. Et comment on va déduire les phénotypes correspondants? Par exemple, lui, ce serait quoi son phénotype? Donc là, j'attends que vous me le disiez. Et A plus, C plus. Le phénotype. Donc, ouais, c'est le phénotype dominant, en quelque sorte. Donc, pour le phénotype. Uni, fruits jaunes, je crois. Pardon? Feuille unie, ouais. Et fruits Jaune, rouges, je rouge. crois. Ouais. Vous êtes d'accord? OK. Et donc, pour chaque case, vous écrivez le génotype et puis ensuite, vous indiquez le phénotype attendu. Vous recensez chaque case, c'est 1/16e, et donc vous voyez vous comptez le nombre de fois où vous avez uni rouge, tacheté jaune, tacheté rouge, etc. Et donc, si les deux gènes sont génétiquement indépendants, alors vous attendez comme fréquence 9/16e de double dominant, 1/16e de double récessif et 3/16e de chaque dominant récessif, récessif dominant. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on est arrivé exactement au même point que la semaine dernière. Et il nous reste, on finit à 50. OK. Alors, par contre, attendez, il va falloir que je branche chargeur. Voilà. OK. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À comparer ces proportions attendues sous mon hypothèse d'indépendance génétique aux fréquences que j'observe dans mon tableau de résultats. D'accord? Mon tableau de résultats, il est là. La F2 issue du croisement F1 par F1, elle est composée de 660, 76, 70, 75. La question, c'est est-ce que ça, pour un total de 981, ça correspond bien à 9/16e, 3/16e, 3/16e, 1/16e? Est-ce que 660, 76, 70, 75, c'est compatible avec 9, 3, 3, 1? Conclusion, oui ou non? Non. Non. Donc, puisque c'est clairement différent, on conclut que les fréquences de phénotype obtenues ne sont pas compatibles avec celles attendues sous l'hypothèse de deux gènes génétiquement indépendants et que je conclus donc que les gènes A et C sont génétiquement liés. S'ils sont génétiquement liés, ils sont physiquement liés. D'accord? Donc maintenant, j'ai pu écrire sans ambiguïté le génotype de ma souche mutante B d'ailleurs, puisque dans la mesure où mes deux gènes sont génétiquement liés, forcément ils sont physiquement liés. Ça veut dire qu'il y a certaines méioses où mes deux gènes sont suffisamment proches pour qu'il n'y ait pas de crossing over entre les deux. Par conséquent, forcément, il y a une liaison génétique, donc physique, et si mes deux gènes étaient génétiquement indépendants et physiquement indépendants, on aurait un brassage en cas d'indépendance physique, on aurait un brassage interchromosomique et on aurait forcément des proportions de type 9,3,3, 1/16e. C'est parce c'est pas le cas ici. Par conséquent, forcément, si on a une liaison génétique, alors on a une liaison physique. En revanche, on peut avoir une indépendance génétique associée soit à une indépendance physique, soit à une liaison physique. C'est clair ça? Bon. OK. Donc, à partir du moment où on a défini qu'on avait deux gènes génétiquement liés, on peut écrire le génotype, mais on ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on doit déterminer maintenant? Souvent, vous vous arrêtez là et toujours, c'est une erreur, vous perdez des La points. distance. Exactement. À partir du moment où vous savez que vos deux gènes sont sur le même chromosome, alors vous devez déterminer la distance qui les sépare. Toujours. OK? Ne vous arrêtez pas à écrire juste ça. Et à chaque fois, il y en a plein qui perdent des points. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas faire, c'est qu'ils ne pensent pas à aller plus loin. Donc là, on va calculer la distance. La distance, c'est égal à quoi? La distance en unité de recombinaison, c'est égal à quoi? Ça, c'est une formule que vous devez connaître par cœur. Pas d'hésitation, 2 secondes. La distance est égale à
Des fois, vous me faites peur. Personne ne sait? Alors, personne n'a assez bossé ce point-là, hein. Vous devez savoir que la distance, c'est la fréquence de recombinaison fois 100. On l'a déjà vu ensemble en plus. Donc, c'est abusé de ne pas le savoir. Ça, vous devez savoir par cœur. OK? Pour une distance en unité de recombinaison. OK? La fréquence de recombinaison, c'est ce que dans le petit tableau, on a appelé, dans le grand tableau, enfin dans le tableau, quoi, on a appelé R. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut cette valeur de R. Quand on aura R, on pourra, en la multipliant par 100, en déduire la distance en unité de recombinaison. La question maintenant, c'est où est-ce que vous allez pêcher cette valeur de R? Comment vous faites là? La dernière fois, on était tombé sur 2 gènes génétiquement indépendants, donc on n'était pas embêté, on a fait 933 un 16e, hop, terminé, les 2 gènes sont génétiquement indépendants, on ne sait pas s'ils sont physiquement liés ou pas, et on avait terminé. Là, on n'a pas terminé. Là, il faut qu'on calcule la distance. Et la distance, on doit aller chercher la valeur de R pour pouvoir l'évaluer. Donc, comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme info? Donc, tout ça, hein, c'est ce qu'on a vu ensemble. Ça, tout ça, vous devez savoir. Maintenant, où est-ce que vous allez pêcher la fréquence? Alors, il y a Logan qui me dit R égale 1 quart. Alors, non, du tout. Du tout, du tout. R égale 1 quart si les 2 gènes sont génétiquement indépendants. Mais là, ils ne sont pas indépendants, puisque c'est différent. Donc, forcément, mes 2 gènes sont liés. Donc, s'ils sont liés, ça veut dire que c'est justement pas 1 quart. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, mais il faut qu'on trouve R. Donc, où est-ce que je vais aller chercher R? Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est pas 6/16e du coup. Mais non. Enfin, non. Comment vous faites quand... Il faut que vous soyez capable, d'où ça sort 6/16e? C'est 3/16e uni jaune et 3/16e tacheté rouge. Du coup, c'est les recombinants. Oui, mais ça, c'est si les gènes sont génétiquement indépendants. Là, ce qui est pas malin, c'est que j'aurais dû dire, enfin là, ce que j'ai écrit, c'était si les 2 gènes sont génétiquement indépendants, on s'attend à avoir ça, mais c'est pas vrai. Donc, du coup, là, les 2 gènes, en fait, il faudrait que ça va pas. Là, c'est si les 2 gènes sont génétiquement indépendants, alors on attend ça, c'est parce qu'on a, donc on en conclut qu'ils sont liés. Donc, justement, on n'a pas ces valeurs-là. Puisque c'est différent, ça veut dire que c'est 9, 3, 3, machin, c'est pas bon. Du coup, il faut refaire un tableau de gamètes pour savoir. Bah, il ne faut pas le refaire, on l'a déjà fait en fait, mais il faut le relire. On l'a fait là, vous vous souvenez? On l'avait fait. On avait fait dans le cas où je vous avais écrit exprès là, la formule générale qui est 1 - R sur 2, 1 - R sur 2, R sur 2, R sur 2, si on appelle R la fréquence de recombinaison. D'accord? Donc, je vous avais dit, si les 2 gènes sont génétiquement indépendants, alors on s'attend à avoir 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, parce que en cas d'indépendance génétique, la fréquence de gamètes parentale est égale à la fréquence de gamètes recombinés est égale à 1/2. Mais si c'est lié, ça veut justement dire que R est différent de 1/2. D'accord? Différent. Donc, du coup, 9, 3, 3, rien du tout. On a des fréquences qui ne sont pas de type 9, 3, 3, 1 16e, puisque R n'est pas égal à 1/2. Donc, comment je fais là? Je dois me servir de ce tableau, mais comment je fais pour aller chercher l'information qui va me permettre de déduire R, en fait? On doit compter les recombinants dans le tableau. Ouais, il faudrait qu'on arrive à estimer quels sont les recombinants. Et puis après, on compte. Alors là, juste pour vous montrer, donc ici, on a des individus qui sont
dans toutes les deux lignes du bas, là, on a des individus qui sont issus forcément d'un gamète recombiné avec soit un gamète parental, soit un gamète recombiné. Dans les deux colonnes ici, on a des individus qui sont issus soit de deux gamètes recombinés, soit d'un gamète parental et d'un gamète recombiné. Et là, finalement, on a cette catégorie ici, là, où les individus ne sont issus que de gamètes recombinés. Vous êtes d'accord? Et là, ceux-là, ils sont issus que de gamètes de type, je ne sais pas ce que j'ai dit là. Là, je voulais dire parental. Et là, je veux dire recombiné. Seulement vous, est-ce que vous voyez le problème? Unirouge, ici par exemple. La catégorie unirouge, c'est une catégorie qu'on obtient à partir de l'association de deux gamètes de type parentaux. Mais unirouge, c'est aussi une association que j'obtiens à partir de deux catégories de gamètes recombinées. Donc, du coup, vous voyez que par le jeu des relations de dominance-récessivité qui existent, un même phénotype peut être issu à part de deux gamètes de type recombiné ou bien de deux gamètes de type parentaux. Donc, finalement, le phénotype ne m'indique pas à coup sûr le contenu génétique des individus. C'est-à-dire que je peux avoir unirouge parce que deux gamètes parentaux, ou bien unirouge parce que deux gamètes recombinés, ou bien unirouge ici parce qu'un gamète recombiné et un gamète parental d'un type ou de l'autre. Donc, je n'ai pas de catégorie phénotypique qui soit strictement due à que unirouge, ce n'est pas strictement dû à parental ou recombiné. D'accord? Donc, du coup, je vais essayer de faire au plus simple, de trouver une catégorie qui n'est retrouvée que dans un type que avec un type de gamètes, que des parentaux ou que des recombinés, et me servir de cette catégorie-là pour en déduire R. Donc là, finalement, on va être obligé d'écrire une formule basée sur les fréquences de type de gamètes de type A-R sur 2 ou R sur 2. Et ensuite, de corréler cette catégorie avec cette formule littérale aux effectifs, aux fréquences observées. Donc là, j'ai pris dans la correction l'exemple de tacheté jaune parce que si vous regardez bien, tacheté jaune, on ne l'obtient que ici. D'accord? On ne l'obtient que lorsque on a des gamètes A-, C- venant des deux parents, donc des gamètes de type parentaux. Vous êtes d'accord? Donc, vous pouvez le faire avec toutes les catégories, mais c'est plus simple de faire le cas où on n'a qu'une seule catégorie dans le tableau, et c'est la seule. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu maintenant comment on va se servir de cette catégorie dont on sait qu'elle ne peut provenir que de l'association de deux gamètes de type parentaux pour en déduire R? Comment je peux faire là? Si je me sers de cette catégorie-là, ma fréquence de tacheté jaune, il va falloir que je compare à quoi elle correspond en termes de fréquence de gamètes et en termes de fréquence de phénotype. La fréquence, donc je ne me suis pas laissé beaucoup de place pour écrire, la fréquence de tacheté jaune, c'est égal à quoi? La fréquence d'après les types de gamètes en fonction de R, c'est égal à quoi? Vous devez me donner la réponse. Je ne vais pas vous la donner. Un Hop. 16e. Non, un 16e, ce serait si j'avais un quart fois un quart. Mais là, je n'ai pas un quart. Ils sont génétiquement liés. Donc, R est différent de 1,5. Un 16e, ce serait si R est égal à 1,5, que donc ça faisait un quart, ça faisait un quart, et que j'aurais ici un quart fois un quart égale un 16e. Là, au lieu de un quart, j'ai quoi? J'ai 1 moins R sur 2. D'accord? Et là, au lieu de 1 quart, j'ai 1 moins R sur 2. Donc, la fréquence de tacheté jaune, c'est égal à quoi?
c'est égal à 1 moins R sur 2 fois 1 moins R sur 2. Vous êtes d'accord ou pas? Ça ne vous gênait pas de dire que, tout dans le tableau précédent, hein, que 1 quart fois 1 quart, ça faisait un 16e. Là, on sait que R, ce n'est pas un demi. Donc ici, je n'ai pas un quart. Je ne sais pas combien j'ai, puisque justement, c'est ça que je veux déterminer. Je veux trouver R. D'accord? Je ne l'ai pas. Je ne connais pas. C'est ça que je veux déterminer. Donc, du coup, je suis obligée de fonctionner à l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est tout à l'heure, j'avais la fréquence, je connaissais R et à partir de là, je tirais mes conclusions. Là, je ne connais pas R, donc je vais me servir des résultats pour déduire la valeur de R. OK? Donc, ce fréquence de tache T jaune là, qui est égale à 1 moins R sur 2, le tout au carré, qu'est-ce que je vais en faire pour trouver la valeur de R? Je vais comparer ça à quoi? Ça, c'est quand je ne connais pas la valeur de R, mais qu'est-ce que j'ai comme information qui va me permettre de sortir la valeur de R? Est-ce que je la connais expérimentalement, ma fréquence de tache T jaune? Vous êtes là? Oui, on la connaît, on l'a calculé tout à l'heure. Non, on ne l'a pas calculée tout à l'heure, mais on peut la déduire. Où est-ce qu'on va aller la trouver, cette valeur? Dans les observés? Oui, exactement, dans les observés. Donc, on revient là et on regarde la fréquence de tache T jaune. C'est ça? 175 sur le total. Oui? Donc, je reviens là. J'ai ma formule en fonction de R. J'ai mes valeurs expérimentales. 175 sur 981. Ça fait 0,18. 181. Et donc, il me reste une équation du second degré à résoudre. D'accord? Oui ou pas? Ça est égal à 175 sur 980. Moi, j'ai trouvé 0,155. Vous avez dû faire une petite erreur de calcul, c'est pas grave. Donc, du coup, ça, c'est R. À partir du moment où j'ai R, j'en déduis D, puisque je vous rappelle que la fréquence de recombinaison fois 100, ça nous donne la distance. Donc, à partir du moment où j'ai R, je peux en déduire D. Donc, ça y est, j'ai trouvé la distance entre mes gènes A et C. Cette distance, c'est 15,5 unités de recombinaison. Ça va? Oui, ça va. C'était un peu compliqué, mais ça va. Faut vraiment, alors là, il faut vous dire hein, que tous les TD jusqu'à celui-là, et puis le prochain que j'espère on va avoir le temps de commencer, ce sont les basiques hein, de la liaison, l'indépendance génétique, dominance, récessivité, chez l'alvure, chez les diploïdes. Là, on est en train de scanner tous les cas de figure possibles et il faut que vous sachiez traiter tous ces cas-là. D'accord? Il faut vous entraîner, il faut refaire vraiment bien ces TD. Ça peut vous paraître barbant un peu, mais c'est le seul moyen pour acquérir les bons réflexes. Si vous savez faire ces TD-là, vous saurez faire tous les autres. OK? Alors, donc là, on a terminé notre analyse génétique puisqu'on a écrit le génotype avec la précision la plus grande qui est carrément de pouvoir indiquer c'est pas vrai, la distance qui sépare mes deux gènes physiquement liés. Donc là, si je vais aller jusqu'au bout, j'écris que ma souche B, elle est A-, C- physiquement liée avec une distance entre mes deux mutations de 15,5 unités de recombinaison. Je ne peux pas faire mieux que ça. Là, j'ai terminé. Mais quand vous avez deux gènes, attention, vous ne vous arrêtez pas à dire les deux gènes sont génétiquement liés. Merci, au revoir. Je passe à la question d'après. Si vous dites ça, vous perdez tous les points
sur génétiquement lié, donc physiquement lié, donc je calcule la distance. OK? Donc, maintenant, alors attendez, on termine à 18h50. Donc, il faut qu'on avance. J'aimerais bien quand même qu'on ait le temps de rejoindre l'autre groupe avec qui j'avais raté le TD pareil. Hein. Donc, là maintenant, on a fait l'analyse du croisement F1 par F1 et on va faire l'analyse du test cross. D'accord? C'est exactement la même chose. Enfin, comment dire, ça ne nous apporte rien de plus. C'est juste pour que vous soyez capable de traiter l'un ou l'autre. OK? Donc là, on revient en arrière. On revient à notre tableau là. L'AF2 issu du croisement F1 par B. On a fait notre analyse caractère par caractère. On sait que B diffère de SSR par 2 gènes. La question, c'est est-ce que ces 2 gènes sont génétiquement indépendants ou génétiquement liés? Si les 2 gènes sont génétiquement indépendants, alors la fréquence de gamètes parentales sera égale à la fréquence de gamètes recombinés, sera égale à 1,5, ce qui va se traduire par des fréquences attendues de 1/4 pour chaque génotype, au lieu des 9,331 hein, qu'on avait dans le cas du croisement F1 par F1. Ça va, le 1/4, 1/4, 1/4, 1/4? La question, c'est est-ce que, ici, observez, j'ai des fréquences qui sont compatibles avec 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Pas besoin de faire un test statistique pour voir tout de suite que non, ce n'est pas du tout équivalent, c'est différent. Conclusion, si mes 2 gènes ne sont pas génétiquement indépendants, ça veut dire qu'ils sont génétiquement liés. Heureusement, on retrouve les mêmes conclusions en analysant le test cross par rapport au croisement F1 par F1. S'ils sont génétiquement liés, j'en conclus qu'ils sont physiquement liés et que je vais calculer la distance. D'accord? Génétiquement liés, donc physiquement liés, donc je calcule la distance. C'est toujours égal à la fréquence de recombinés fois 100. Sauf que là, vous voyez que pour chaque catégorie, j'ai un phénotype. C'est pas clair, je vous le montre à partir du tableau. En fait, je ne peux pas vous montrer de là où j'ai dit. Ici, pardon, ça c'est l'ancien tableau F1 par F1. Ici, le test cross, il correspond à cette ligne-là, c'est-à-dire le test cross, il est issu, c'est un croisement individu F1 par parent porteur des allèles qui confèrent le phénotype récessif. Donc, mon test cross, c'est F1 par B, la souche B, d'accord? Et donc, finalement, mon tableau pour le test cross, il se résume à ces 4 cases-là. OK? Donc, de la même manière que tout à l'heure, il faut que j'arrive à trouver, pour calculer la distance, il faut que j'arrive à trouver la fréquence de recombinaison. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup moins compliqué. Pourquoi? Parce que je vois que chaque type de gamète va donner un phénotype qui lui est propre. C'est-à-dire que les individus, ils vont tous hériter du même gamète du parent B, c'est un gamète A moins C moins, mais par contre du parent F1, s'ils héritent du gamète A plus C plus, alors ils seront unis rouges, A moins C moins, ils seront tachetés jaunes, A plus C moins, ils seront unis jaunes, et A moins C plus, ils seront tachetés rouges. Donc là, on a un phénotype propre à chaque génotype. Du coup, les gamètes recombinés vont donner des phénotypes recombinés que l'on distingue sans aucune ambiguïté des phénotypes parentaux qui sont issus des gamètes parentaux. OK? Du coup, là, j'ai directement les phénotypes recombinés et là, j'ai les phénotypes parentaux. Par conséquent, ma fréquence de recombinés est beaucoup plus facile à voir puisqu'il va s'agir de la fréquence des recombinés, c'est les effectifs de recombinés sur le total. C'est-à-dire, si je retourne à mon tableau, c'est 42. Donc ça,
ce sont les recombinés. D'accord? Recombinés, je ne sais pas pourquoi il a effacé. Ça, c'est parental. Ça, c'est parental. Donc, ma fréquence de recombinés, je n'ai pas besoin de faire une équation du second degré ni quoi que ce soit. Je l'ai directement ici. Et si je multiplie par 100, j'en déduis la distance qui est de 15,9 unités de recombinaison. Est-ce que c'est très différent de ce que j'avais trouvé d'après l'analyse du croisement F1 par F1? Bah non. C'est un peu différent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les mêmes effectifs. OK? C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon, c'est clair, merci. OK. Donc, cet exercice-là, vous devez vraiment le faire et le refaire jusqu'à savoir le refaire complètement. Si vous savez faire celui-là, vous êtes paré. OK? Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? On n'a pas compris quelque chose. Non? Alors, oui? Contrôle, si on nous demande de choisir entre les deux, c'est enfin, ça va plus vite de faire le deuxième, c'est ça? Faut mieux faire le deuxième? Ouais. C'est plus rapide de faire le deuxième. D'une manière générale, si vous voulez être le plus juste possible, il faut traiter le cas où l'effectif est le plus élevé, parce que plus votre effectif est élevé, plus vous allez vous rapprocher d'une valeur précise de la fréquence de recombinaison. Mais bon, en général, on ne vous laisse pas le choix. On vous dit de traiter l'un ou l'autre ou les deux, mais on ne vous laisse pas le choix. OK. C'est tout? J'ai une question, moi aussi. Oui, allez-y. Du coup, euh, les gamètes de B, non. B, il y a des allèles A-, C-, c'est ça? Oui, parce que B, c'est la souche pure Mhm. Mais mutante. du coup, le tableau qu'on a fait là, c'est un tableau quoi? C'est F1 par B? Oui, c'est ça. En fait, j'aurais pu refaire tout le tableau, mais c'était pour vous montrer la différence entre F1 par F1, c'était le gros tableau là. Ah Et oui. là, en fait, je vous ai tout grisé, j'aurais pu refaire le tableau, en fait, au lieu de tout. C'était aussi pour vous apprendre à ne pas avoir à tout refaire si jamais, hein. Mais le test cross, en fait, c'est un tableau juste comme ça, avec ici, vous avez F1, ici, vous avez B, et là, vous avez les deux types de gamètes parentaux et les deux types de gamètes combinés. C'est un tableau à 8 cases, en fait, au lieu de C'est ça, 16. ok. J'ai D'accord? compris. Merci. Alors, c'est bon, dites-moi, hein, sinon. OK. Contrôle de quoi? Le petit CC de ce matin. Vous avez eu ça ce matin? En CC? Non, en fait, c'est juste un camarade qui demandait quand est-ce qu'il était reporté le contrôle. Ah, on l'a fait ce matin. Donc, il n'est pas reporté. Est-ce qu'il y avait ça ce matin? Je n'ai pas regardé les Non. notes. Non, bah heureusement. Parce que sinon, vous n'auriez pas été tous égaux. Donc, je n'ai même pas pensé à vérifier le sujet. Donc, vous n'avez pas eu ce niveau de difficulté ce matin, hein, sûr. Bon, je regarderai ce que vous avez eu. OK. Non, Donc, pardon, ce matin, c'était les tests de complémentarité génétique. complémentation fonctionnelle, vous voulez dire? Oui, 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 pardon. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, vous m'inquiétez, parce que tout à l'heure, le groupe d'avant, quand j'ai essayé de de leur faire dire ce que c'était, ça n'avait pas l'air d'être clair pour tout le monde. Donc, bon, écoutez, Ce matin, ouais, ça a été vous ou pas? Putain, non, ça a été un peu difficile pour moi, du coup. mince. Bon, mais ça, personne ne l'a fait hein, en TD, c'est pas que moi. Donc, OK, on va prendre le TD suivant qui, justement, alors attendez que je ne fasse pas n'importe quoi, porte sur la complémentation fonctionnelle. Voilà. Donc, ça va peut-être plus vous parler maintenant, mais c'est un peu... Vous l'avez vu uniquement en cours, hein, donc normalement, le cours, ça doit vous aider, mais bon. Est-ce que c'est le bon, là? C'est ça. Donc, voilà le TD sur la complémentation fonctionnelle. Alors, avec les autres, on a juste revu le principe, en fait, hein.
J'aimerais bien qu'on aille jusqu'au même point avec vous. Donc, ce TD6, il est en ligne. Et finalement, tout le début, la première question, en fait, c'est le TD5. D'accord? Et donc, on a rajouté à la suite une nouvelle question de test de complémentation fonctionnelle. Donc, ce TD5, c'était une mutagénèse sur la levure Saccharomyces cerevisiae. On avait isolé 3 mutants indépendants de phénotype Gal-, et on avait analysé les produits de la méiose des diploïdes qui sont issus du croisement de chaque souche mutante M1, M2 ou M3 et la souche sauvage de référence. Je vous rappelle que pour croiser des levures entre elles, il faut forcément qu'elles soient haploïdes et forcément qu'elles soient de signes sexuels opposés. D'accord? Mat A, mat alpha. Sinon, ça reviendrait à essayer de croiser des mâles entre eux ou des femelles entre elles. Donc, on avait vu pour le TD5 que lorsqu'on croisait les souches M1 ou M2 par la souche sauvage de référence, on obtenait des proportions de type 1,5, 1,5, ce qui traduisait une ségrégation 2,2, puisque chez la levure, on a directement accès au contenu génétique des gamètes à la méiose. Il suffit d'analyser le phénotype des spores. Et on en avait conclu que M1 et M2 différaient, donc ces deux souches mutantes, différaient de SSR par un seul gène ou un seul couple d'allèles pour le caractère étudié qui est l'utilisation du galactose. Pour la souche M3, cette fois-ci, on avait vu qu'on avait non pas 50-50, mais 40-60% de gal plus gal moins. Donc, on en avait déduit que c'était différent de 1,5 attendu sous l'hypothèse d'une ségrégation de 2, donc que M3 différait de SSR par au moins 2 gènes. On avait appelé B et C ces gènes et on avait cherché à savoir si ces 2 gènes étaient génétiquement liés ou pas. On avait vu que si les 2 gènes étaient génétiquement indépendants, on attendait des proportions de type 3 quarts, 1 quart. Cette fois-ci, attention, 3 quarts de phénotype récessif pour 1 quart de phénotype dominant, que clairement, ce n'est pas ce qu'on avait, et donc que les 2 gènes étaient génétiquement liés, donc physiquement liés, donc on calculait la distance en unité de recombinaison. On avait trouvé que ça faisait 20. OK? Donc ça, c'est le TD5, on l'a tout fait. Maintenant, on vous propose la suite. Et la suite, ça va être de croiser ces mutants entre eux. Donc M1, M2, M3, en s'assurant d'avoir des mutants de signes sexuels adéquats pour pouvoir les croiser entre eux. Donc mat A avec mat alpha. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce tableau? On croise M1, M2, M3 avec M1, M2, M3 ou avec la souche sauvage de référence. Et la question qu'on vous demandait, c'est de tirer des conclusions de ces observations et montrer leur cohérence avec le résultat de la question 1. On n'a pas été jusque-là avec les autres. Ce que je voudrais qu'on fasse là pour que demain, n'importe quoi, pour que la semaine prochaine, on puisse commencer l'analyse, c'est que vous me disiez par quoi il faut commencer, pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire de ce tableau. Il nous reste 3 minutes. On va déborder, si vous le voulez bien, de peut-être 5 minutes max. Vous avez le temps? 5 minutes? Bon, écoutez, je vous propose ceux qui ne peuvent pas, dites-moi. Oui, c'est bon, 5 minutes, ça va pas nous tuer, je pense. Non, mais il y en a qui ont peut-être des engagements. En même temps, en ce moment, à cette heure-là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais bon. Donc, du coup, par quoi vous allez commencer votre analyse du tableau là? Par quoi et pourquoi, du coup? Vous allez commencer par analyser quoi? Déjà, quel est le but de ce type de croisement? Ça s'appelle comment ce tableau-là? Allez, ça s'appelle comment? Quand on croise des mutants de même phénotype entre eux, après s'être assuré d'une condition indispensable, c'est un Groupe de complémentation. test de complémentation fonctionnelle à partir duquel, effectivement, on va essayer d'établir des groupes de complémentation fonctionnelle, ce qui nous permettra de conclure sur le nombre de gènes. On n'y est pas encore. Donc, par quoi on commence l'analyse d'un... Qu'est-ce qu'il faut comme critère pour pouvoir faire un test de complémentation fonctionnelle et du coup, par quoi il faut commencer l'analyse de ce tableau?
Là, ce qu'on va voir, c'est juste le rappel du cours. Donc, à la limite, ceux qui ont déjà compris, ceux qui ont compris, qui ont appris, pour qu'il n'y a pas de problème, si vous voulez, vous pouvez vous déconnecter, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire là, c'est juste un rappel de cours, OK? Alors, attendez, je ne vois pas le chat. OK, voilà. Il faut s'assurer que la mutation, elle est récessive. Attention, c'est la mutation qui est récessive? Le phénotype. Le phénotype, c'est ça. Je vous embête, hein, mais c'est pour vous éviter d'écrire des bêtises. Donc, effectivement, il faut s'assurer que le phénotype mutant de chaque mutant est récessif par rapport au phénotype sauvage. Pourquoi? Donc, déjà, en l'occurrence, est-ce que ici, les phénotypes mutants sont récessifs par rapport au phénotype sauvage? Quand on croise chacune des souches mutantes par la souche sauvage, ça donne un phénotype sauvage. Donc, c'est récessif ou c'est dominant? Le phénotype de M1, de M2, de M3 par rapport au phénotype de référence? Récessif. C'est récessif, d'accord? Donc, de ça, on le reprendra la semaine prochaine, mais on conclut que le phénotype de chacun des mutants est récessif par rapport au phénotype de la souche sauvage. Donc, ça, il faut commencer par ça, par le test de dominance-récessivité, toujours. Pourquoi? Le principe d'un test de complémentation fonctionnelle, c'est quoi? Je ne vais pas vous le faire, je vais vous le faire un peu rapide parce que là, il est l'heure. Hein. Le principe, ça va être de croiser deux mutants entre eux de même phénotype, récessif. Pourquoi le phénotype doit être récessif? Parce qu'on va se servir du phénotype du diploïde pour en conclure si les deux gènes, si les deux mutants sont mutés dans le même gène ou pas. Ils ont le même phénotype mutant M, d'accord? Ou un phénotype similaire. La question, c'est est-ce qu'ils ont ce phénotype M parce qu'ils sont mutés dans le même gène ou bien est-ce qu'ils sont mutés dans deux gènes différents? Et le test de complémentation fonctionnelle va nous permettre de répondre à cette question. Donc, il va y avoir deux cas de figure. Si le phénotype du diploïde issu du croisement entre les deux mutants, ça donne un phénotype mutant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que vous allez en conclure du coup? Si quand on croise des deux mutants de même phénotype entre eux, on obtient un diploïde qui a le phénotype mutant, il y a complémentation fonctionnelle ou il n'y a pas complémentation fonctionnelle? Comment vous avez fait le CC ce matin-là? Il n'y a pas ces complémentations fonctionnelles. S'il y avait complémentation fonctionnelle, on aurait sauvage ici. Donc ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas complémentation fonctionnelle puisque on a un phénotype mutant encore. S'il n'y a pas complémentation fonctionnelle, si on a encore un phénotype mutant, ça veut dire que l'allèle apporté par le mutant M1 n'a pas été compensé par l'allèle apporté par le mutant M2. Donc, ça veut dire qu'ils sont mutés dans le même gène. D'accord? Donc, de ça, on conclut que M1 et M2 sont mutés dans le même gène. Vous comprenez ou pas ça? Le même gène. Et du coup, on va l'appeler A, par exemple. Pourquoi le phénotype est mutant? Parce que le diploïde, il est A- sur A-. Ce n'est pas forcément exactement la même mutation, mais en tous les cas, il n'y a aucune version sauvage du gène A. Donc, ça veut dire que lui, il était à moi et que lui aussi, il était à moi. Il n'y a pas complémentation fonctionnelle, c'est le même gène qui est muté. OK? En revanche, si lorsque je croise mon mutant M1 de phénotype mutant M avec mon mutant M2 de phénotype mutant M, j'obtiens un diploïde. Et si ce diploïde a un phénotype sauvage, lui, je suis sûre que M1 il est muté dans un gène, M2 il est aussi muté dans un gène, puisque les deux ont un phénotype mutant, mais le gène muté, ça ne peut pas être le même, puisque lui, il est sauvage. Ça veut dire que chaque... Oui, bien sûr, Neidu, allez-y, hein, c'est moi qui déborde, donc pas de souci. Merci de me prévenir. Donc, si le phénotype est sauvage, ça veut dire que l'allèle mutant d'un parent a été compensé par le même allèle, mais sauvage venant de l'autre parent.
là, il y a complémentation fonctionnelle. Ça veut dire que M1 et M2 sont mutés dans des gènes différents. Vous êtes d'accord? Madame, j'ai vraiment pas compris. La complémentation fonctionnelle, c'est pas censé aboutir au fait qu'il y a un phénotype mutant? Parce que là, vous êtes en train de dire que c'est quand il y a le phénotype sauvage qu'il y a complémentation fonctionnelle Oui. et j'ai peur d'avoir tout compris de travers. Bah oui, oui, je crois que vous avez tout compris de travers parce que là, je ne me suis pas trompée. En fait, il y a complémentation quand l'un compense l'autre, en fait. Il n'y a pas complémentation comme aucun compense l'autre. Donc, vous croisez un mutant par un mutant, ça donne un mutant. Aucun des deux se compense. Il n'y a pas complémentation fonctionnelle. Donc, c'est le même gène qui est muté. Si, quand vous croisez deux mutants entre eux, ça donne un diploïde qui a un phénotype sauvage, ça veut dire que l'un compense l'autre. Donc, il y a complémentation fonctionnelle. Donc, ils ne sont pas mutés dans le même gène. Ça, c'est sûr, hein. Par compensation, vous voulez dire qu'il y en a un des deux qui... Enfin, il y en a un qui s'exprime pas et il y a l'autre qui s'exprime, c'est ça? C'est ça. Un qui est muté et l'autre qui n'est pas muté. Oui. Je vais vous l'écrire sous forme de génotype, hein. Mon mutant M1, il est muté dans il a ce phénotype M parce qu'il est muté dans un gène A. D'accord? On va dire. Et c'est ça qui donne le phénotype mutant. Et mon mutant M2, s'il était muté dans le même gène A, je serais dans cette situation-là. C'est-à-dire que mon diploïde, il serait mutant pour le gène A venant avec l'allèle A- venant du parent M1 et mutant aussi euh, pour le même gène A venant du parent M2. Donc, on n'a pas de A+, on a moins sur moins, ça donne mutant. Ici, si j'ai sauvage, ça veut dire que le A- ici, il a été compensé par un A+. Du coup, mon diploïde, il a A- sur A+. C'est pour ça qu'il est sauvage. Mais pourtant, celui-là, il est quand même mutant, le M2. Donc, ça veut dire que quelque part ailleurs, il est muté dans un gène B. Ça lui donne son phénotype mutant, mais sans être muté dans le même gène que A. Mais Et- du coup, si j'ai bien... Je suis désolée, je vous coupe, mais du coup, si j'ai bien compris, ouais, le M2, il est sauvage pour la mutation M1 et le M1, il est sauvage pour la mutation M2, du coup? c'est mal dit, mais oui, c'est ça. Ok, d'accord. Bah, j'ai compris, du coup, merci beaucoup. Donc, du coup, lui, il est mutant, il a un phénotype mutant M2, donc forcément, il a un gène muté qui lui donne ce phénotype mutant. Mais puisque le diploïde qui récupère M2, qui récupère B- du mutant M2, il est sauvage de phénotype, bah, ça veut dire qu'il a récupéré un allèle B+, qui vient forcément de ce parent-là. Et du coup, mon diploïde, il est double hétérozygote, A-, A+, B-, B+. Et puisque le phénotype mutant est récessif, alors la présence d'un allèle sauvage en face de chaque allèle mutant, ça donne un phénotype sauvage. Si mon phénotype mutant était dominant, bah, quel que soit qui est complémentation ou pas, ça donnerait toujours un phénotype mutant. Parce que ce serait le phénotype mutant qui s'impose, quel que soit le cas de figure. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des phénotypes mutants qui soient récessifs pour faire un test de complémentation fonctionnelle. D'accord? Donc voilà le principe du test. Si lorsque l'on croise deux mutants de même phénotype entre eux, on obtient un diploïde qui a un phénotype mutant, on en conclut qu'il n'y a pas complémentation fonctionnelle, donc que les deux mutants sont mutés dans le même gène. Si à l'inverse, lorsque l'on croise deux individus, individus de phénotype mutant identiques entre eux, on obtient un diploïde de phénotype sauvage, alors on en conclut que chaque allèle muté d'une souche est compensé par l'allèle sauvage apporté par l'autre souche et que donc les deux mutants ne sont pas mutés dans le même gène. Donc, ils sont mutés dans deux gènes différents. OK? Et on va faire ça pour tout le tableau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on faisait des groupes de complémentation fonctionnelle. Et dans les groupes de complémentation fonctionnelle, qu'est-ce qu'on va réunir? Qu'est-ce qu'on va mettre ensemble dans un groupe de complémentation fonctionnelle? Après, je vous fiche la paix. J'arrête. Contrairement au nom, parce que le nom peut indiquer, dans un groupe de complémentation fonctionnelle, on regroupe les mutants qui ne complémentent pas entre eux.
C'est comme un groupe de non-complémentation fonctionnelle. D'accord? Et donc, s'ils ne complémentent pas entre eux, c'est qu'ils sont mutés dans le même gène. S'ils sont mutés dans le même gène, ça veut dire que finalement, un groupe de complémentation fonctionnelle, c'est des allèles mutant du même gène. Donc, un groupe de complémentation fonctionnelle, ça va définir fonctionnellement un gène. Un groupe, c'est un gène. OK? Je m'arrête là. Je vous ai fait déborder de presque 10 minutes, donc je vous laisse tranquille. On se retrouve du coup la semaine prochaine. On rattrape le lundi de Pâques sur le jeudi, je crois. En distanciel. Du coup, on n'a pas trouvé d'autre solution pour que tous les groupes ne soient pas décalés. Donc, avec moi qui vous ai lâché la semaine dernière, vous allez avoir 3 TD en distanciel de suite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. OK? Donc, je vous libère. Dites-moi si vous avez d'autres questions, sinon, vous avez fini votre journée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir et bon courage.